Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Et oui, on est de retour pour un épisode estival pour parler mercato. Et au programme, le chassé-croisé entre Will Weaver et Jean-Christophe Prat. Vous l'avez vu sûrement sur les réseaux sociaux du club, nos réseaux sociaux, un peu partout. Le Paris Basketball va changer d'entraîneur. On va pouvoir vous parler du profil que représente Will Weaver, ce que son arrivée représente, et puis faire un bilan un peu des 4 saisons. 4 saisons quand même, c'est beaucoup, de Jean-Christophe Prat comme entraîneur du Paris Basketball. Pour m'accompagner sur cet épisode, nous sommes simplement en petit duo, en petit comité. C'est notre cher Antoine qui m'accompagne ce soir. Salut Antoine. Salut Flavien, comment ça va ? Eh bien ça va, plutôt une actualité un peu forte là. Paris était un peu dans le mou du mercato et ça s'est très activé là en quelques jours, heures même, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça bouge énormément depuis quelques jours. On avait un petit peu l'habitude de voir les joueurs, les joueurs américains, enfin les joueurs aux États-Unis, pour la Summer League. Mais au final, on se posait beaucoup de questions sur ce que ce soit le mercato ou les mouvements dans le club. Et là, d'un coup, ça s'est réveillé et du coup, on a ressorti le micro parce que je pense qu'il faut en parler. Hein. Ah, il faut en parler, des petites choses quand même à dire. Juste avant de démarrer, comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Pour Instagram et Facebook, c'est Paris Basketball on Air, tout simplement. Et nous, on va démarrer sans plus tarder, tout de suite. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 12. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kabagaté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball on Air. Comme je le disais en préambule, on va démarrer avec Will Weaver. On va vous parler de son profil d'abord, de la manière qu'il aime, en tout cas de développer son basket pour ses équipes. Et puis, on va finir sur son impact, son arrivée, sur le mercato. On va voir d'ailleurs un peu où ça en est, etc. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Je vais te donner la parole, Antoine, parce que c'est un peu toi qui as scouté un peu le profil de Will Weaver quand son arrivée a été plus ou moins annoncée. Je te laisse nous en parler. Qui est Will Weaver et qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa carrière d'entraîneur ? Alors oui, scouté en plus assez rapidement puisque l'annonce a été faite très rapidement. Enfin, il y a sous peu, excuse-moi. Oui, juste pour dire, la rumeur est tombée. Donc aujourd'hui, là, on est vendredi. On enregistre vendredi. La rumeur est tombée jeudi. Et à 10h le vendredi matin, le Paris Basketball avait annoncé officiellement l'arrivée de Will Weaver et donc le départ de Jean-Christophe Prat. Ouais, exactement, c'est vrai que tout s'est fait très vite et au final, c'est un profil, donc en me renseignant un petit peu au fur et à mesure de la journée, que j'aime beaucoup. Donc je vais revenir un petit peu sur sa carrière. Déjà, il faut savoir c'est que c'est un très jeune entraîneur, il a 38 ans. Donc c'est un profil qui est très très jeune, donc pas de carrière de basketteur professionnel. Il a très vite préféré se poser sur les bancs. Donc tout d'abord à la fac, donc il a un parcours, je vais citer un petit peu tout son parcours en s'arrêtant sur des passages clés. Donc il a commencé à l'université de Texas Longhorns, donc en tant qu'assistant coach de 2006 à 2010. Donc c'est une année, tout en sachant que lors de cette période-là, en 2007, un certain Kevin Durant jouait, que tu connais bien Flav, jouait donc dans l'université de Texas. Donc il a un petit peu coaché notre ami Kevin Durant. Ensuite, il est parti dans une autre fac à Sam Houston State, où il est resté 2 ans, avant ensuite donc de rentrer dans la grande ligue en NBA, toujours dans des rôles d'assistant. Donc il a fait celui des Sixers notamment, assistant de Brett Brown, lors de la reconstruction, tu sais, ce qu'on appelait le process à l'époque, vraiment les prémices de Philadelphie, bien avant, quand ça perdait beaucoup de matchs et que ça se reconstruisait. Et c'est un profil au final qui est assez similaire. En fait, toute sa carrière va être marquée par ça, ou est marquée plutôt par ce profil-là. C'est un coach qui aime beaucoup les projets de reconstruction, puisque dans la foulée de 2013 à 2016 aux Sixers, il est parti rejoindre le banc de Kenny Atkinson, où il a été vraiment un des plus proches assistants de Kenny Atkinson, donc à Brooklyn, pendant 2 ans. Là aussi, c'était un projet pas aussi on va dire chaotique que l'étaient les Sixers à l'époque, donc un petit peu plus dans la construction, une construction différente puisque les Nets n'avaient pas de tour de draft, donc vraiment dans du développement de joueurs où il a vraiment insisté sur le développement personnel des joueurs et sur le programme de Brooklyn. Et de ces 2 petites années-là, il a enfin rejoint un banc en tant que coach principal. Il est resté dans la franchise, indirectement, puisqu'il a rejoint les Long Island Nets, donc en G-League, l'équipe de développement de Brooklyn, où il a été jusqu'en finale.
jusqu'en finale. Donc il a mené ses Long Island Nets jusqu'en finale. Il n'a pas gagné, mais il a quand même remporté le trophée de coach de l'année en G-League. Et de cette expérience-là, il est parti à l'étranger une année donc, chez les Kings de Sydney en Australie. Pareil, il a réussi à faire des belles choses au final, puisqu'il a été jusqu'en finale, en finale du championnat, mais qui ont dû être interrompus pour raison de Covid, puisque c'était l'année 2019-2020 qui a un peu interrompu le monde entier, et notamment du coup, le sport en a pâti. Et il est revenu en NBA en 2020, du coup, à la suite chez les Rockets, donc encore un projet de reconstruction où il a pu encore une nouvelle fois développer des joueurs, ramener même des joueurs avec lesquels il avait des joueurs qu'il avait coachés en Australie, notamment Jason Tate, qui a signé chez les Rockets. Donc c'est vraiment un coach de reconstruction. Et au-delà de là, j'ai cité un petit peu tout son parcours, il a aussi été le sélectionneur de l'équipe d'Australie pendant plusieurs années, remportant d'ailleurs une médaille olympique en 2016. Donc là, je t'ai fait un peu la carrière. Moi, de ce que j'entends, en tout cas de son profil, de ce que j'ai aussi pu lire en préparant le podcast, c'est comme tu l'as beaucoup cité, c'est un entraîneur qui est passé par beaucoup de projets de reconstruction, que ce soit par les 76ers, que ce soit par les Brooklyn Nets, que ce soit les Houston Rockets. Mais c'est aussi quelqu'un, donc tu l'as cité avec les Long Island Nets en G-League, qui a connu des matchs de playoff, mais on va plus le catégoriser comme un entraîneur qui aime les challenges, qui a besoin en tout cas qui aime en tout cas aller sur la reconstruction. Est-ce que pour toi, ça colle au projet du Paris Basketball actuellement? C'est un petit lien quand même, je trouve. Bon, c'est pas de la reconstruction comme le basket américain le propose. C'est plus de la construction dans la continuité, puisque là maintenant Paris continue de construire son histoire avec bientôt la nouvelle salle. Cette année, elle est vraiment charnière, puisqu'on se retrouve, donc le Paris Basketball se retrouve à confirmer en Betclic Elite. On dit souvent que la deuxième année est la plus dure. S'ajoute à cela l'Eurocoupe, donc Paris va devenir une équipe de taille européenne, va découvrir le niveau européen. Donc c'est pas de la reconstruction, mais ça reste quand même un projet où on continue à bâtir, et ça a l'air d'être quelque chose qui le plaît, parce que ce soit dans le développement des joueurs ou des projets, comme il a pu le faire à Brooklyn quand j'écoutais un petit peu quelques podcasts, c'est quelqu'un qui aime vraiment développer, créer des choses au-delà du coaching. C'est quelqu'un qui prend qui a beaucoup d'ambition en dehors du jeu. Et je pense que le projet du Paris Basketball pourrait bien lui coller. Après, on sait pas, on verra comment ça va se passer dans les prochains jours, puisque ça reste très, très tôt, mais ça peut être intéressant, je trouve, ce projet-là. Je trouve qu'il fit bien avec la suite de sa carrière. Parce qu'après, quand on regarde, même quand il est parti à l'étranger en Australie, c'était pas pour reconstruire une équipe au final, c'était pour jouer le titre. Oui, moi il y a quelque chose aussi qui me parle dans cette idée, c'est le développement de joueurs. Quelque chose qui a beaucoup été mis en avant par le Paris Basketball depuis sa création, depuis le 2018. Et tu l'as cité en fait, il a quand même créé, en tout cas participé au développement de plusieurs joueurs, de plusieurs grands joueurs. Hein. T'as parlé de Kevin Durant à la fac dans le Texas dans la fin des années 2000. Je sais pas, je sais qu'il a travaillé avec Jalen Green, qu'il a travaillé du coup avec Joel Embiid pendant le process, avec D'Angelo Russell au moment où les Nets étaient en train de se reconstruire avec une identité forte. Aussi d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à l'identité que lui il a envie de mettre en place sur le terrain, c'est-à-dire défendre fort, courir très vite en transition. Aussi, ce qui pour moi colle avec Paris dans l'idée d'aller chercher Will Weaver, c'est que en tout cas on a essayé, on n'a pas forcément tout le temps réussi, mais du côté du Paris Basketball, ce qui est sûr, c'est que la vision de jeu qui était prônée par Jean-Christophe Prat depuis 2018, c'était on va défendre et on va courir, on est une jeune équipe, et je trouve que, en tout cas, le passage de témoin, c'est quelque chose qui, entre Jean-Christophe Prat et Will Weaver, est quand même intéressant et a du sens. En tout cas, sur le papier, il a du sens. Après, il faudra voir sur le terrain, tout simplement, parce que c'est là-dessus qu'on va évidemment juger les performances de Will Weaver et de son équipe. Mais déjà, dans l'idée d'aller chercher un garçon comme ça, qui a des expériences, pas forcément que en NBA, parce que tu l'as cité, il a coaché au niveau international, il a aussi coaché en Australie au niveau national, il a eu des résultats avec les deux. Je trouve que c'est pas forcément un mauvais choix sur le papier,
il va faire partie peut-être, en tout cas, de ces grosses têtes en termes de coaching dans le basket français l'année prochaine. Je sais pas si toi, tu as aussi ce ressenti-là avec notre ami Weaver. Si, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et ouais, tu as soulevé un point qui est très, très juste, c'est que c'est fluide en fait. La passation entre Jean-Christophe Pratt et Will Weaver a l'air assez, enfin sur le papier, a l'air assez logique et fluide dans le sens où, voilà, tu l'as dit, Jean-Christophe Pratt voulait défendre et courir vite et s'appuyer sur les capacités athlétiques de ses joueurs. Will Weaver a un peu ce profil-là aussi. Ce qu'il veut, c'est défendre à haute intensité et courir en transition. Et c'est l'image que dégage le Paris Basketball depuis 4 ans maintenant. Donc, à voir maintenant quelle chose il va faire différemment de Jean-Christophe Pratt. Mais c'est vrai que on a l'impression que c'est une suite logique en fait. Ça aurait été bizarre d'accueillir un nouveau coach avec une nouvelle façon de penser totalement différente parce qu'en fait on va venir sur l'effectif, mais au vu de l'effectif là, ça serait dommage de pas continuer sur ces qualités là. Et visiblement, lui, c'est ce qu'il aime faire. Il aime faire courir. Et comme tu l'as dit aussi, il a coaché beaucoup de grands joueurs aussi. Je voulais revenir là-dessus. Il a quand même connu beaucoup, beaucoup de grands noms. Donc, ouais, que ce soit KD en 2007, KD est parti en 2007, il est vers la NBA. Et il a vu, voilà, il a vu émerger des joueurs. Il en a fait émerger. Et il avait d'ailleurs des rôles vraiment assez important dans les franchises où il était. Les assistants sont importants. Mais de ce que j'ai vu aux Nets notamment, il avait vraiment un rôle de bras droit de Kenny Atkinson et de développement limite. Enfin, le programme de développement lui était un petit peu consacré en fait. C'était un petit peu sa charge. Et c'est des choses qui vont être très intéressantes vu le jeune groupe qu'a Paris pour l'instant, à voir comment il va se modéliser. Et ça aurait été vraiment dommage de changer toute la mentalité. Et je pense que sur le papier, en tout cas, ça colle plutôt bien. Alors c'est vrai en plus, je te propose limite qu'on passe un peu sur son impact, comment va impacter son arrivée va impacter au club. Euh, D'abord sur le club en lui-même, avoir un entraîneur américain, un président américain, bon, un investisseur aussi américain, en tout cas une équipe qui se tourne vers une américanisation entre guillemets de son board. Je sais pas toi Antoine ce que tu en penses. Est-ce que c'est bien? Il y a quand même une touche. Il faut quand même conserver cette touche française. Beaucoup de joueurs français encore dans l'effectif, ou du moins qui sont, comme Dustin Sleva, attachés à la France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas de cette américanisation? Le staff encore de Will Weaver n'est pas connu. On sait que Jean-Christophe Pratt a eu une proposition d'être assistant de Weaver qu'il a décliné pour passer un peu de temps libre la saison prochaine. Euh, est-ce que c'est un vrai tournant en fait dans le projet du Paris Basketball? On va pas dire qu'il s'américanise, mais c'est un peu le terme presque, le terme en tout cas le plus facile pour essayer de décrire ce qui est en train d'arriver à Paris. Moi, ça m'inquiète pas, pour répondre à ta première question, ça m'inquiète pas plus que ça, puisqu'au final, voilà, comme tu l'as dit, il y a encore des joueurs qui sont attachés à la France, et les réglementations font quand même il y aura toujours une base de joueurs français, et on est à Paris, et le vivier parisien est tellement impressionnant que Paris continuera de former, continuera de puiser dans ce vivier-là et de développer. Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Je vois pas une américanisation, je la vois pas en tant que telle. Après, au final, ouais, je pense que c'est une nouvelle page pour le club. Et c'est pas plus mal de la prendre maintenant. On savait pas où on en était avec Jean-Christophe Prat. On pensait que c'était la fin d'un cycle. Même on l'avait un petit peu supputé lors de la dernière conférence de presse à Levallois. Et au final, cette année-là, elle est vraiment importante, puisque voilà, découverte dernière à Carpentier avant la nouvelle arène, découverte de l'Europe, une saison, on va peut-être essayer, l'ambition va être d'atteindre les playoffs. Donc il fallait peut-être passer un cap. Donc ouais, c'est une nouvelle étape. Après, elle est pas, pour l'instant pas inquiétante. Après, voilà, il faudra voir aussi l'effectif, le staff surtout, qui va composer le Paris Basketball l'année prochaine, parce que pour l'instant on n'en sait rien du tout. On ne sait pas ce qu'il advient de Bienvenue Kindoki, on sait qu'Emmanuel Curé est parti, Pratt a refusé un rôle d'assistant, tu l'as dit, donc on est un peu encore dans le flou, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve. Enfin, Paris bouge,
parce qu'on avait un peu l'impression que toutes les équipes bougeaient et Paris était un petit peu en train de dormir et à regarder ses joueurs en NBA. Et c'était un petit peu lassant au bout d'un moment quand même. Je rebondis juste sur ce que tu as dit. Il y a une phrase qui m'a fait tilter sur l'idée de passer un cap qui est ultra importante dès septembre cette saison pour le club, parce que déjà l'an dernier, Paris ne visait pas être 15e, 16e de Betclic Elite, visait plutôt la 8e place. Et ça n'a pas été le cas. Et moi, je me demande, en fait, j'en parlerai peut-être après avec David sur le départ de Jean-Christophe Prat, mais je doute en fait que le pédigré de Prat était suffisant à partir du moment où tu as eu ta wildcard pour l'Eurocoupe. Et je me demande en fait tout simplement si la cassure entre les deux parties, donc, ou plutôt la décision n'a pas été prise presque à ce moment-là, de se dire on va s'arrêter là. On voit dans quel état a terminé Jean-Christophe en fin de saison. Il était rincé. Hein. Il était rincé et il n'y a que 34 matchs. Donc l'an prochain, il y a au moins 18 matchs de plus dans la saison avec l'Eurocoupe. Donc c'est encore pire. Et ce sont des matchs de très haut niveau. C'est des matchs où Paris ne doit pas être ridicule. Hein. Paris pourra terminer dernier, hein, ce serait pas interdit. Simplement, il faut juste pas être ridicule Et je me demande en fait tout simplement si le staff qui était présent l'année dernière était suffisamment prêt Et calibré. et calibré et qualifié en tout cas pour ce genre de mission. On a vu déjà que c'était juste pour la Betclic Elite. Alors peut-être que c'était simplement une saison d'adaptation, peut-être que la saison 2022-2023 aurait été très bonne avec le même staff, hein, on n'en sait rien, mais en tout cas le staff en lui-même n'a pas forcément donné satisfaction sportive à David Kahn et aux dirigeants du Paris Basketball. Peut-être que le choix aussi a été fait dans l'idée de réellement passer un cap pour arriver avec des bases ultra solides à la Adidas Arena, du coup, comme elle s'appellera, en septembre dans un an. Mais ouais, ça veut dire que, selon toi, on va pas non plus faire des suppositions folles, mais si Paris n'avait pas eu le ticket d'Eurocoupe, tu penses que Prat serait encore là, en quelque sorte. Enfin, disons, son départ aurait moins été acté, je pense. Je me pose la question aussi, en vrai. Je prendrais le truc inverse. Si Paris n'avait pas eu d'Eurocoupe, je pense, et même je suis sûr de moi, que Will Weaver ne serait pas l'entraîneur du Paris Basketball au 22 juillet 2022. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Pas forcément Jean-Christophe Prat, Non, c'est vrai. mais ce serait pas Will Weaver. T'aurais pas eu un CV pareil. À mon avis, c'était... Puis, un Américain, faut qui s'intéresse à un projet européen. Lui-même, je sais plus dans quelle interview. Alors, vous avez deux interviews qui sont très bien. C'est celle de l'équipe qui est sortie aujourd'hui avec l'entraîneur, l'ex-entraîneur assistant des Rockets, ou de basket session en début de mois au moment d'un colloque de coach. Et dans une des deux, je sais plus laquelle, vous retrouverez, il dit Will Weaver que Kevin Atkinson, donc entraîneur des Nets en 2016-2019, expliquait que c'était difficile pour un Américain de s'imposer à un tel niveau en Europe. Lui, c'est un challenge qu'il a eu envie, en tout cas, de passer. Et en tout cas, en fait, je pense que le nom de Will Weaver est quand même assez fou au point au moment du projet du Paris Basketball où il en est. Et évidemment, pour moi en tout cas, c'est sûr et certain, il n'était pas là s'il n'y avait pas d'Eurocoupe, s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, s'il y avait simplement une équipe qui jouait une fois par semaine, c'était, je pense, pas envisageable d'avoir un CV pareil. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Le CV, je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est quand même un gros morceau qui vient d'arriver. C'est un grand nom. Enfin, c'est pas le plus connu dans le monde du basket, on va dire tout public. Mais par contre, voilà, peu importe où il a été dans sa carrière, il a réussi, ou alors il a marqué, ses dirigeants, ses collègues. Et c'est vrai qu'avoir un nom pareil, c'est quand même ultra. Je pense qu'il y a un petit côté fierté aussi pour Paris quand même d'arriver à attirer ce genre de personnes. Mais on se posait la question depuis plusieurs semaines, de longues semaines, on se disait si Jean-Christophe Prat venait à partir, est-ce qu'il faut tenter un Américain, mais on ne savait pas qui. Le marché est tellement vaste, tu vois, jamais j'aurais pensé à Will Weaver. Pour être tout à fait honnête, je le connaissais via l'Australie, la sélection, mais son nom, mais je connaissais
rien de lui, tu vois. Et maintenant, enfin, on se demandait justement, est-ce qu'on prendrait un Français, mais qui s'adapterait au projet parisien? Parce que c'est aussi un projet qui est très particulier, le projet parisien. Je sais, on avait parlé à une époque de Laurent Le Guen, mais là je divague, mais on se dit, mais en fait, non, parce que enfin, on a du mal à imaginer un coach, parce que Pratt était tellement greffé au projet, on a du mal à imaginer un autre coach. Et celui-là, je sais pas, le fait du CV et un petit peu son parcours, bah, on se dit que ça peut fitter. Après, on espère pas se tromper. Moi, une dernière chose, juste, parce que je pense encore à chaque fois qu'on discute, j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire que Will Weaver, en tout cas de ce qui est sorti, c'est 1 an de contrat, peut-être 1 plus 1 en fonction, hein, mais en tout cas, c'est un contrat qui, a priori, est sur une courte durée. Moi, je vois aussi son arrivée comme un tremplin pour sa carrière personnelle. Il y a 2 ans, je sais qu'on en parlait plus tôt dans la journée, Antoine, il était dans les finalistes pour être le futur entraîneur Oklahoma. d'Oklahoma, de Oklahoma City Thunder. J'ai plus du tout le nom de l'entraîneur actuel, mais C'est Marc Degnaud. Degnaud, c'est je ça. sais pas. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il a quand même, en fait, il avait une cote en NBA il y a 2 ans. Peut-être il avait pas forcément d'opportunité cette saison aussi. Et à Paris, tu ne vas pas tenter. C'est-à-dire que tu restes quand même dans une ville qui pue le basket. Hein, il y a quand même un match NBA à Paris chaque année depuis 2-3 ans, donc c'est une fierté, hein, en vrai, pour lui. Tu viens dans une ville qui sent le basket, qui a un projet intéressant, qui a envoyé 2 joueurs en NBA, même si c'est de la draft de second tour. Tu as quand même envoyé Donc en fait, c'est un projet en termes de basket qui, pour lui, je pense, est un bon tremplin en tant que numéro 1. Parce que si ça se passe très bien, si Will Weaver a des résultats très positifs, que ce soit en championnat, mais surtout en Europe, je pense, s'il arrive à faire des choses qui sont remarquées par, je sais pas, des écuries du niveau au-dessus en Europe, dans le monde, mais surtout en NBA, peut-être que lui, ça va lui servir aussi de tremplin pour aller se chercher un contrat, je sais où. Pourquoi pas en NBA si une place est libérée et qu'une équipe a envie de faire de Weaver son coach. En tout cas, on est loin d'être là. Mais il y a cette idée-là aussi de se dire, il est pas exclu, même loin d'être exclu d'ailleurs, que Will Weaver dans 2 ans, peut-être mais 2 ans, soit déjà parti du Paris Basketball. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais. Non, t'as raison, je suis d'accord, t'as raison. C'est vrai ce que t'as dit, il s'enferme pas, surtout il part dans un projet où il y aura quand même beaucoup de lumière sur lui, parce qu'il y a souvent, tu vois, là, c'est un club qui a envoyé des joueurs en NBA, donc il y aura sûrement des observateurs. Enfin, il y aura des observateurs Puis pour il y aura des si nos observateurs joueurs sont encore là. il y aura des observateurs aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont regardés par la NBA. De ce que moi je sais, Kyle Holman a vraiment, je pense à un match près, était pas loin d'avoir un contrat en NBA cette année. Donc de ce que je sais, en tout cas, il y aura des scouts l'an prochain qui vont venir pour le regarder lui, pas que les jeunes, hein, mais en tout cas l'observer. Donc Ouais, donc il y a un œil qui traîne, hein. il sera pas oublié, Will Weaver, sur Non. le banc de Paris. On traîne un peu en longueur, donc je te propose qu'on avance un petit peu. Sur le point mercato, je te fais ça assez rapidement. Aujourd'hui, très peu de rumeurs. Pas de rumeurs côté Paris, en tout cas, s'il n'y en a pas une qui m'a échappé Non. dans les 24 heures, dernières 24 heures. Je crois pas. Donc, en termes de recrues, c'est simple. 0 recrue depuis le début de l'été. Même si on peut compter limite Kyle Holman, son retour en tout cas, comme une recrue, comme un recrutement, vu qu'il n'était pas forcément sûr de rester. Paris, pour l'instant, a juste essayé un marché d'opportunité, hein, de se greffer aux joueurs qui étaient partants de leur club, ou pas forcément partants, mais qui avaient qui avaient envie de découvrir d'autres horizons. Donc, c'est passé par Victor Wembanyama en juin. Ça l'a pas fait. Ça a été par Ryan Rupert. Les deux, ça a été vraiment très proche de se faire. Ça s'est pas fait au dernier moment. Et puis, plus récemment, Yohan Makoundou qui a décidé de quitter Cholet pour aller à Monaco. Paris était dessus. Paris était sur le dossier, comme Strazel, je crois. Enfin bref, pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de mercato. Mais comme souvent, Paris travaille souvent dans l'ombre. Très peu de rumeurs. Et ça arrive très vite, en quelques heures. C'est ça, oui, c'est ça. On commence à être habitué maintenant au mercato très très calme, et d'un coup on reçoit trois quatre notifs.
C'est ça, ils nous ont habitués à ça. À chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent pas. Alors que bien sûr que si, ils travaillent, mais ils sont pas obligés de l'annoncer partout et ça fuite pas énormément. Bon, Voilà, sauf les noms que tu as annoncés qui étaient quand même assez ronflants. voilà, mais ça, c'est pas forcément l'entraîneur en tout cas qui va sur ces dossiers-là, c'est le président, c'est David Oui, Kahn, voilà. notamment même Wanyama, c'est Kahn qui avait été sur le dossier. Puis il faut noter une chose, c'est qu'un joueur qui ne sait pas par quel entraîneur il va être coaché, ça aide pas beaucoup à le faire venir. Pas du Maintenant tout, que non. Paris sait quel coach il a, quel basket ils ont envie de mettre en place, même si ça change pas beaucoup, mais il y a quand même des choses à voir avec l'entraîneur, parce qu'il a peut-être des joueurs que un Jean-Christophe Prat aurait apprécié, où Will Weaver va pas forcément être très chaud sur le profil. Donc il fallait aussi déjà, mais c'est comme dans tout, c'est avoir une hiérarchie établie pour après derrière savoir quel joueur, sur quel type de profil tu vas pouvoir te mettre. C'est un peu tard, effectivement, mais en tout cas, maintenant tu as toutes les portes ouvertes pour aller recruter et il y a besoin de recruter parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent être alignés sur le terrain aujourd'hui. Non, on n'a pas un effectif pléthorique. Après, ce que disait David Kahn l'autre jour lors d'une conférence de presse pour annoncer l'événement Roland Garros et d'autres choses, d'autres pistes un petit peu, le Paris Basketball se donnait le temps de la réflexion et surtout attendait la fin de la Summer League où plusieurs joueurs étaient engagés, donc Kyle Holman, Dustin Sleva, Kamagaté et Bégarin, avant d'agir. Et du coup, ben, voilà, la Summer League étant finie, le coach étant choisi, t'as tout dit. Maintenant, ils vont pouvoir se lancer sur les profils de joueurs voulus par Will Weaver pour développer l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est parti et beaucoup d'équipes ont déjà quasiment fini leur mercato. Mais ça, on est habitué au final avec Paris. Et on sait qu'ils trouveront toujours des joueurs où ils sortiront des noms qu'on n'aura pas forcément vus. Et comme l'année dernière avec Kyle Holman. Kyle Holman est arrivé assez vite. Mais Kylo l'officialisation c'était au 14 juillet. ouais, c'est ça. Et, Voilà, et Kylo Quinn, les premières rumeurs, c'est tombé dernière semaine d'août. oui, c'était Voilà. très très tard. Et, voilà, Et ouais, non, un petit point sur du coup les joueurs dont tu as parlé en Summer League. Dustin Sleva va revenir effectivement, mais les points sur Kamagaté et Bégarin. Kamagaté, a priori, ce sera un retour au Bercail, c'est en tout cas ce qui est avancé. Il n'y a plus de place, en tout cas dans l'effectif des Nuggets, qui ont pris, je crois, DeAndre Jordan, si je ne dis pas de bêtises. oui, c'est ça. Et pour John Bégarin, il y a de la place dans le roster des Celtics. Je crois qu'il reste encore 3 spots. Il n'y a plus de place par contre pour un two-way contract. Donc à voir, il a fait une excellente Summer League, John Bégarin. Donc pourquoi pas le voir débarquer aux Celtics, chez les finalistes NBA. À voir en fonction des opportunités qu'eux ils ont. Mais ça devrait être réglé assez vite, hein, parce que Paris va aussi mettre un peu, pas forcément la pression, mais en tout cas dire aux joueurs, les gars, nous, on a besoin de vous, parce que le mercato va être basé uniquement, c'est prévu en tout cas, va être basé sur les besoins qu'il y aura après avoir vu les cas Bégarin et Kamagaté. Et Mercato qui devrait quand même être assez ambitieux parce que à l'image du club, tu joues la Coupe d'Europe, je pense que t'as pas envie d'être ridicule. Et je pense que l'objectif c'est clairement les playoffs cette année, donc il va falloir, avec un temps de retard sur d'autres écuries, même si t'es pas non plus dans la même catégorie que par exemple Lasvel et Monaco, loin de là, mais il va falloir donc réaliser un mercato ambitieux et de qualité avec un peu de retard, sachant qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont partis ou enfin potentiellement qui auraient pu être Paris compatibles, Paris Basketball compatibles et qui sont partis ailleurs. Non, non, clairement, je te rejoins là-dessus. Je te propose, Antoine, qu'on passe sur l'événement, l'autre événement du coup, qui a avec l'arrivée de Will Weaver. On en a parlé plusieurs fois déjà maintenant. C'est le départ de Jean-Christophe Prat. Pleurons. 4 pleurons, exactement. C'est le moment un peu nostalgie déjà, malheureusement, pour Jean-Christophe. Donc, entraîneur du Paris Basketball, premier entraîneur de l'histoire du club. Il a entraîné pendant 4 saisons, 149 matchs, 74 victoires et 75 défaites au compteur, si on parle juste des matchs officiels. Je voulais déjà faire un point sur pourquoi il part. Parce que, tu l'as cité, cette conférence de presse, après la dernière journée contre Boulogne-le-Valois, où il expliquait qu'il n'était pas sûr de rester à son poste d'entraîneur à Paris, qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. À ce moment-là, on était le 17 mai, un truc du genre, et 2 mois plus tard, on apprend du coup qu'il ne sera plus l'entraîneur. Pourquoi il part? Il a passé aussi une saison bien compliquée sur plein de points,
pas forcément que sportif. Ça s'est passé du coup assez mal avec plusieurs joueurs. On avait l'impression qu'il était un peu en fin de cycle sur son basket, sur son discours avec ses cadres, avec Dustin Sleva qui n'était pas forcément titulaire au début, qui faisait un peu la tête, avec Gauthier Denis qui n'a pas forcément réussi à très bien relancer cette saison. On sait aussi qu'avec David Kahn, la relation n'a pas toujours été parfaite. C'est arrivé plusieurs fois en tout cas qu'il y ait des rumeurs de départ, des rumeurs de limogeage en tout cas de Jean-Christophe Pratt, même qu'on avait été surpris il y a 2 ans qu'il ait été prolongé. Je sais pas toi si tu as ce même sentiment, est-ce que toi ça t'a surpris en fait de voir le départ de Jean-Christophe Pratt? Bah, il m'a surpris, oui, parce que moi je pensais déjà qu'il allait partir. Voilà, c'était la fin d'un cycle à Boulogne-le-Valois. Ça sentait la fatigue, une saison compliquée. On s'attendait pas à finir à la 15e position de Betclic Elite pour la première année, même s'il fallait se maintenir. On sentait vraiment que ça avait été une saison très compliquée, comme tu l'as dit, dans son vestiaire, sur le terrain. Et que c'était la fin. Donc je pensais que c'était la fin et je m'y étais préparé. Je l'avais même dit dans le podcast, un petit peu de manière rapide à ce moment-là. Et au final, après, on a eu des échos qu'il allait rester. Puis la conférence de presse de David Kahn, il y a une petite semaine, où il parle, il se projette sur la saison. Et je me dis, bah c'est bon, la saison est lancée, la saison va commencer avec lui, du coup. Et donc là, moi, je suis étonné parce que je m'attendais pas à prendre son départ maintenant, en fait. Je trouve que c'est très tard. En fait, enfin, il est jamais trop tard, mais moi, ouais, voilà, j'étais prêt, j'étais parti pour une saison avec lui. Donc, oui, il y a quand même un peu de surprise, mais après, avec le recul, je change pas d'avis sur ce que je disais, que c'était la fin d'un cycle, que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, hein. Il a vraiment fait du très bon travail au Paris Basketball. Il a développé des joueurs, il a tout créé, quoi. Quand il est arrivé, il y avait rien, quoi. Il y avait vraiment que dalle. Et on va peut-être en revenir là-dessus, mais il a posé les bases et il a fait le sale boulot pour que derrière Will Weaver puisse profiter, ou d'autres profiteront d'une arène, profiteront de la Betclic Elite, toutes ces choses-là, enfin tout ça. Et donc, ouais, il y a quand même un peu de surprise, un peu de nostalgie aussi de le voir partir, parce que nous, on a vu le Paris Basketball naître, se développer, et ben, du coup, c'était un petit peu un intermédiaire privilégié je parle entre nous et lui. Donc, ouais, c'est particulier, je sais pas, c'est nostalgique. Je pense que on va y penser de temps en temps quand on verra l'équipe, je pense, pour les premiers matchs de pré-saison. Ça va nous faire bizarre, c'est ce que je te disais en off, ça va faire drôle de voir ce nouveau staff, enfin même s'il y aura quand même encore quelques joueurs qu'on connaît, enfin même beaucoup, mais avec plus coaché par Jean-Christophe Pratt, parce qu'en quelque sorte le Paris Basketball c'était un peu lui aussi, je trouvais que c'était Jean-Christophe Pratt, mais bon c'est normal puisque c'était le premier entraîneur du club. Bah, c'est vrai que le timing, en tout cas, moi, il m'alerte énormément, en vrai. J'aurais vraiment pensé que s'il y avait eu un changement d'entraîneur qui était prévu, que ce changement d'entraîneur arriverait mi-juin, mi-juin. Voilà, Euh, 2 semaines après la fin de saison, on souffle et on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, de voir que Paris commençait à aller sur des joueurs, que Jean-Christophe Pratt était toujours au club, c'était un peu étrange. Et finalement il est plus là et c'est une demi-surprise. C'est pas une surprise pour moi en fait sur le fond. C'est une grosse surprise sur la forme de voir que on est le 22 juillet et le Paris Basketball change d'entraîneur quand certaines équipes encore hier finalisent leur effectif pour la saison prochaine, quoi. Donc c'est très particulier comme manière de faire. C'est très Paris Basketball aussi, faut pas se mentir. Totalement. Et je suis assez surpris. Je te propose, Antoine, qu'on fasse le bilan un peu de ces 4 saisons. Donc, première saison où il a dû monter un effectif en 2 semaines, 3 semaines. Oui, c'est ça. Il y avait à peine des ballons pour jouer. Il y avait pas de ballon, il n'y a pas de vestiaire. Enfin, un peu tout ce que vous avez pu voir, notamment avec l'interview avec Gauthier Denis qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Vous avez pu voir en tout cas ce côté un peu on débarque, on est le 5 août, je sais pas, on est le 1er août, et le 1er septembre, on doit jouer des matchs. Et donc c'est assez particulier cette première saison. Il y a eu une deuxième saison marquée par le Covid, troisième année l'année dernière, enfin il y a un an où il est monté avec le Paris Basketball en Betclic Elite, puis se maintient cette saison. C'est quoi toi, si t'en as un tout de suite qui vient un peu en tête, le moment qui va représenter un peu ces 4 ans, ou en tout cas le moment le plus fort que tu aies connu avec Jean-Christophe Pratt?
Euh, Hormis les conférences de presse. Non, Ah oui, 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 c'est vrai que c'est un très très bon client. Je te laisse réfléchir Ah, peut-être en meublant un peu, mais Jean-Christophe Pratt est un excellent client en conférence de presse, peut-être même un peu trop. Parle beaucoup, parle beaucoup. Alors vous peut-être lui aussi pendant les 2 dernières saisons sur notre site. Garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui aime bien parler. Moi, je vois un entraîneur qui était passionné en tout cas par Paris, qui est un Parisien enfin, de oui, c'est sa naissance. ville. C'était sa Ouais. ville et c'était assez. Je trouve en tout cas que le profil pour démarrer le projet Paris Basketball était plutôt bien sélectionné, surtout dans cette envie de former des jeunes. Tu vas très vite chercher John Beguin, tu vas très vite chercher Milan Barbic, tu vas très vite chercher Ismail Kamagaté. Et très vite, en fait, j'aime beaucoup le mot très vite, tu vas les développer pour qu'ils deviennent les pierres angulaires, on va dire, de ton projet. Moi, c'est un peu sur ce profil-là. Mais pareil, en fait, si je me pose à moi-même la question sur un moment particulier de Jean-Christophe Pratt, j'avoue que là, il me vient pas forcément. Peut-être là, ça t'est venu entre-temps. J'en ai peut-être un. C'est pas un moment, c'est une période. C'est la série de victoires qui nous fait monter en Betclic Elite. Vraiment cette série-là où tu sens qu'il peut rien arriver au club, que tout le monde, comme il le disait souvent et je vanne souvent là-dessus quand il disait que son groupe vivait très bien, qu'il travaillait très très bien. Il était très très fier des performances, notamment à l'entraînement de ses joueurs quand ça travaillait bien. C'est bizarre de parler au passé de Pratt. Mais non, c'est plus cette période-là où tu sentais que voilà, il y avait un côté invincible et que qu'il pouvait rien arriver au Paris Basketball et que même si tu étais mené de 15 points que tu allais gagner parce que tu avais une rigueur, tu avais un groupe qui travaillait parfaitement ensemble, c'était huilé, c'était même sympa à regarder. Ça se remettait toujours en question et cette période-là en fait, c'est cette période-là qui m'a marqué. Au global en fait, ça permet juste de se rendre compte qu'il a atteint les objectifs qu'il avait à accomplir quand il est arrivé, et même avec de l'avance au final. Et donc, non, c'est ce petit moment-là, parce qu'après, des souvenirs, je pense que j'en ai 150, mais c'est pas évident d'en choisir un concrètement. Parce que ils sont tous, j'en aurais 150. Je pense comme on dit, on pourrait écrire un livre hein, sur ce qu'on a vécu avec Pratt, ce qu'il nous a dit en conf de presse quand il a perdu, tu l'as compris, faut pas lui parler. Quand il a gagné, c'est un showman. Mais non, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de moments. En fait, c'est vraiment, son passage au Paris Basketball, il est extrêmement impactant. Moi, j'ai envie de... Alors pareil, c'est pas un moment. Toi, t'as donné une période, c'était la dizaine de matchs, la dizaine de victoires de suite fin mai, début juin 2021. Moi, j'ai plus envie d'aller sur le développement de joueurs, pas sur les jeunes, justement. Bah, même si c'était un jeune quand il arrive, c'est sur Dustin Sleva. Parce que Ah, c'est beau ça. vraiment, comment il raconte cette histoire de comment il a choisi Dustin, c'est juste un coup de cœur. Et c'est très représentatif de Jean-Christophe Pratt, c'est qu'il fonctionnait vraiment aussi au coup de cœur alors évidemment sur le profil des joueurs, mais surtout s'il y a un joueur avec qui il ne matchait pas, avec qui rentrait pas dans son moule, ça marchait pas. Ça a fonctionné avec Dustin. Je sais pas, un joueur avec qui ça n'a pas marché, et pourtant qu'il a dû sûrement apprécier parce qu'il était dans son effectif, c'était Evans Ganapamo. Aujourd'hui, Evans Ganapamo, il a fait la Summer League avec les Bucks, il a quand même un niveau maintenant. Enfin, si moi, je m'imaginais pas du tout voir Evans Ganapamo avoir ce niveau-là cette saison. Bref, et de voir comment il a construit ce qu'il, pour lui, lui il disait, de Sleva, il connaît le basket, c'est un cheval fougueux, je reprends les termes exacts, hein. C'est un cheval fougueux, fallait tout lui apprendre. Et tu vois la relation quand même qu'ils ont nouée au bout de 4 ans, c'était assez fort, et j'ai beaucoup aimé ce principe de développement de jeunes, parce que au final, ce qu'il a fait avec Dustin Sleva, ça représente largement les 4 saisons que Paris a eues depuis 2018, en se créant petit à petit, voilà, en mettant pièce par pièce, créant le puzzle en fait d'un projet qui était naissant. Donc voilà, je sais plus sur Jean-Christophe Pratt, sur sa relation, sur la création en tout cas d'un joueur, parce que c'est très Jean-Christophe Pratt, formateur, c'est un entraîneur qui est reconnu pour ça, d'aller chercher des jeunes et d'être capable en tout cas de les former au métier de basketteur, comme il l'a fait pendant 4 ans. C'est vrai que c'est un beau moment. C'est vrai que c'est une belle relation entre les deux. C'est bien, t'as bien choisi. Plus généralement qu'un passage, mais sur ces 4 saisons, la question est assez simple en fait. Est-ce que pour toi son passage est réussi?
Oui, oui, son passage est réussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait un objectif, il avait plusieurs objectifs en tête, donc de construire un groupe, de développer des jeunes, il l'a fait. Il devait monter en Betclic Elite, il l'a fait avec un an d'avance, sachant que ça n'a pas été facile. Il y a quand même eu pas mal de, il y a pas mal de rebondissements. Il devait se maintenir en Betclic Elite, il l'a fait quand même. Même ça a été très compliqué, mais il l'a fait. Donc pour moi, je vais pas m'étendre pendant 107 ans, mais oui, oui, pour moi, son passage au Paris Basketball, il est réussi, clairement. Parce que si le Paris Basketball est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui et son staff. Parce qu'il faut aussi rendre hommage à son staff, à Emmanuel Curé, qui est parti à Orléans, et bienvenue Kindoki, dont on ne sait pas. Mais voilà, ils ont de leur travail de ce staff-là et de tous les autres, a fait que oui, son passage est totalement réussi. Moi, je dirais qu'il est réussi tout simplement parce que le Paris Basketball est soit à l'heure, soit en avance sur ce qu'il avait imaginé il y a 4 ans. Oui, c'est ça. Au pire, il est à l'heure, et au mieux, il est en avance. Je pense même plus qu'il est en avance. Tout simplement parce que Paris s'était donné 4 ans pour monter en Betclic Elite. Enfin, en fait, de faire une saison à Carpentier. Enfin, non, comment dire, d'être en Betclic Elite au moment où l'Arena serait construite. Donc au début c'était 2022, maintenant c'est 2023. Et en ce sens-là, en fait, déjà, c'est réussi. De partir en laissant le club en Eurocoupe. Certes, c'est pas forcément lui qui allé la chercher, mais en Eurocoupe et en Betclic Elite. C'est ultra important d'avoir eu des victoires quand même qui sont assez iconiques cette saison, notamment contre l'Asvel. Ça a été un moment, je pense, charnière dans la saison du club et même pour certains joueurs, Kamagaté notamment, même s'il avait démarré très très fort. Voilà, je suis assez... je suis assez, pas surpris, mais agréablement reconnaissant en fait, de ce que Jean-Christophe Prat a fait pendant ces 4 ans. Et effectivement, le train Paris Basketball, moi je ne l'aurais pas forcément imaginé en Eurocoupe en 2022. Si tu vois quand nous on commence Paris Basketball en air il y a 3 ans, et qu'on se dit où est-ce que vous imaginez le Paris Basketball en 3 ans, je t'aurais jamais dit que en octobre il serait en Ankara à jouer l'Eurocoupe. Tu vois. Et c'est ça qui, moi, me fait dire qu'en fait, le passage est extrêmement réussi. Tu as 2 joueurs qui ont été draftés. Alors, c'est pas uniquement de son ressort, hein, tu l'as dit. Il y a bienvenue Kindoki, notamment pour le développement d'Ismaël Kamagaté, Bastien Cadeau pour Jeune Béguin. Mais, vu la réputation qu'il avait et l'effectif qu'il a eu entre les mains entre 2018, peut-être même, on va dire, 2019 et 2022, ce qu'il a produit sur le terrain, ce qu'il a fait produire à ses joueurs et ce qu'il a permis de faire à des jeunes de 18 ans, 19 ans, de pouvoir aller chercher leur rêve de toucher l'NBA alors que Jeune Béguin est drafté de Pro B. Voilà, pour moi, c'est le deuxième joueur de drafté en Pro B après Evan Fournier. C'est pas Evan Fournier, c'est Cordigné. Non, c'est Isaiah Cordigné. Isaiah Cordigné. Je me suis trompé dans le profil, mais en tout cas, voilà. Je crois, hein, mais... Non, il me semble que tu as raison en plus. Antibes, je crois qu'il était à ce moment-là, Cordigné. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Plutôt. Et encore d'ailleurs, Cordigné, joueur qui est passé entre les mains de Jean-Christophe Prat, si je vous dis pas de bêtises. Exactement. À Denain. À Denain, oui. À Denain. Mais non, de toute façon, si on fait la liste, maintenant on pourra rajouter les Parisiens, mais avant même, quand il débarque à Paris, il avait déjà une liste de joueurs qu'il avait formés ou développés qui était impressionnante. Hein. Oh non, complètement. Yacouba Ouattara, notamment, qui est à Monaco depuis plusieurs saisons maintenant et qui a signé pour 3 saisons sur le Rocher. On commence un peu à diverguer, donc je te propose peut-être un mot de la fin, Antoine, si tu en as un. Sinon, on va gentiment se diriger vers la fin de ce podcast. Merci Jean-Christophe Prat et bienvenue à Will Weaver. Et on va voir, la saison s'annonce excitante et enfin elle se lance, quoi. Au-delà des calendriers, c'est parti hein, maintenant. Hâte de voir ce qui va se passer. Effectivement, hâte de voir ce qui va se passer. On va voir justement le mercato, si on fait des podcasts cet été ou pas. Là, on en a fait un parce que voilà, l'actualité en tout cas était suffisante pour en faire. Puis ça faisait un moment qu'on vous avait pas parlé non plus. Moi, ça faisait depuis le mois de mai, hein, depuis le dernier de la saison avant la draft. Donc ça avait été, c'est un plaisir en tout cas de refaire des podcasts pour vous. Nous, on s'arrête ici. N'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, et c'est important de vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Paris Basketball On Air. N'oubliez pas de liker le podcast, de le partager, de mettre des pouces bleus sur YouTube, ça aide beaucoup au référencement et à le faire découvrir à d'autres. Pareil pour les 5 étoiles sur Apple Podcast
et sur Spotify, maintenant qu'on peut en mettre depuis plusieurs mois. N'hésitez pas, bombardez, on en a vraiment besoin. Et nous, on va se retrouver au plus vite, en tout cas on l'espère, avec de nouveaux joueurs, avec un nouvel effectif. Merci Antoine, et on se retrouve du coup bientôt. Merci à toi. À bientôt.